Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce numéro de Débat politique, une émission hebdomadaire tous les samedis de 13h à 14h qui aborde les questions d'actualité nationale et internationale. L'argent thésaurisé par le secteur informel, le président de la République instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour capter cette manne financière et somme les détenteurs des sommes faramineuses d'intégrer le circuit formel. Une tâche qui s'avère difficile au vu de l'ampleur du marché parallèle de la part, bien sûr, des experts. Toutefois, plusieurs dispositions sont mises en vigueur pour assurer une traçabilité des transactions, à commencer par la modernisation du système financier. Le ministre en charge a annoncé plusieurs mesures comme la généralisation dans les prochains jours du paiement par carte, la finance islamique pour faciliter l'inclusion financière, ouverture des bureaux de change. Le décret vient d'être promulgué la semaine dernière et bien sûr cette annonce lors du dernier conseil des ministres d'une augmentation substantielle de l'allocation touristique. Pour en parler, nous avons avec nous M. Rachid Belaïd, délégué général de l'ABEF, l'Association des banques et établissements financiers, Sofiane Mazari, chef de division finance islamique et président de la commission finance islamique à l'ABEF, l'Association des banques et établissements financiers, et Mahfoud Kaoubi, expert des questions géoéconomiques et financières. Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Alors, première question, toutes ces mesures citées sont-elles suffisantes et vont-elles inscrire l'Algérie sur la voie de la modernité financière? Monsieur Rachid Belaïd, bien sûr, délégué général de la BEF, l'Association de banques et établissements financiers. Première question. Merci Souila, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Donc les mesures, je vais axer bien sûr mon intervention sur les mesures côté banque, donc la modernisation du secteur financier, du secteur bancaire, mais du secteur financier en général, tel que annoncé par Monsieur le ministre des Finances. Nous concernant secteur bancaire, donc les actions qui sont mises en œuvre ou sur le terrain avec des échéances et des objectifs concerne à la fois tout le processus de modernisation, et quand on parle de modernisation, forcément, on veut aborder la question de la digitalisation. Et la digitalisation passe effectivement par toute la partie numérisation des moyens de paiement. Et les actions qui sont entreprises aujourd'hui au niveau donc de la place bancaire se font suivant une feuille de route qui a été tracée, qui est au niveau donc, du Comité national des paiements au niveau de la Banque d'Algérie, dans lequel la BEF siège. Les actions concernent à la fois donc toute l'infrastructure de paiement, tout ce qu'il faut faire pour un peu faire adopter les moyens de paiement électroniques ou numériques. Donc la digitalisation, c'est aussi un sujet pour la partie banque publique qui est suivie par la Direction générale du Trésor à travers des réunions périodiques par banque et une feuille de route par banque pour aller vérifier ce qui est fait, ce qui reste à faire, en commençant par toute la partie modernisation et implémentation de nouveaux systèmes d'information qui sont en fait le socle pour cette partie concernant la digitalisation, mais aussi tous les autres moyens de paiement intégrés, à savoir le mobile payment, où il y a déjà 7 banques qui sont engagées. On est à la phase d'homologation parce qu'il s'agit d'un paiement qui est intégré sur le web et qui présente un certain nombre de risques, notamment de cybersécurité, et qui passe forcément par une homologation et un système d'audit sur la partie sécurité et sur la partie fonctionnelle. Et c'est un peu l'ultime phase pour aller vers la Banque d'Algérie, obtenir l'autorisation et commencer à commercialiser donc ce produit. Mais quand on parle de résolution du marché informel, la volonté aujourd'hui, c'est la suppression de toutes les opérations cash. Suppression de toutes les opérations cash, si je reste sur le secteur bancaire, c'est qu'est-ce que le secteur bancaire est en train de faire pour capter cette manne justement. Je n'irai pas au-delà de ce que doit faire le secteur bancaire. Bien sûr, dans toute démarche d'inclusion financière ou de stratégie nationale d'inclusion financière à travers tous les pays, c'est d'abord la digitalisation qui est un facteur d'inclusion financière. À côté, nous avons mis en place, lancé un peu toute la partie finance islamique qui est aussi un facteur d'inclusion financière, puisqu'aujourd'hui on est à 12 banques qui activent dans ce secteur. M. Mazari reviendra après pour donner plus d'informations. Une 13e banque qui est en train donc de se préparer pour être sur le terrain. Donc, et ensuite, toute la partie, bien sûr, éducation financière,
à ne pas négliger pour sensibiliser au niveau des écoles, des universités, des opérateurs économiques, des associations de commerçants, en associant bien sûr des associations de protection des consommateurs. Mais en chiffres, en indications financières, est-ce que vous avez aujourd'hui des indicateurs qui aujourd'hui prouvent que cette inclusion est en train de fonctionner? Monsieur Belaïd. Bien sûr. Et si je vous donne bien sûr le total des dépôts qui a quand même connu une augmentation du 31-12-2023 de 2022 au 31-12-2023, une augmentation, une évolution de 19%. Vous avez le nombre d'agences parce qu'on est présent sur le terrain, mais on se dit, pour compléter un peu cette présence physique, c'est effectivement tous ces moyens de paiement digitaux à mettre en place. Nous attendons bien sûr la promulgation des textes réglementaires concernant la banque digitale. Ça, c'est une nouveauté qui est dans la loi monétaire et bancaire, qui va apporter un plus, bien sûr. Mais aussi, voilà, c'est tous les autres moyens que nous avons intégrés, à savoir prochainement le mobile payment, mais aussi la carte à débit différé, que nous pensons comme étant quelque chose qui va booster les paiements, qui va ramener un peu les particuliers à adopter ce moyen de paiement, puisque il va pouvoir faire ses achats pendant une période et se faire débiter en une seule fois à la fin du mois. Et nous pensons que c'est quelque chose qui va booster ces moyens de paiement. Justement, une des solutions aussi qui est annoncée aujourd'hui par les 6 banques publiques, c'est assurer aussi le paiement par carte. Comment assurer une généralisation du paiement par carte? Puisque si on se réfère aux déclarations récentes du gouverneur de la Banque d'Algérie, de janvier à août 2024, les opérations de paiement par carte ont connu une évolution de 16%. Faut-il des mesures incitatives pour augmenter davantage ce taux à aller pratiquement à 80%, 90%, peut-être même 100%, comme cela se fait dans les pays du voisinage et dans d'autres pays développés? Monsieur Belaïd, rapidement sur la question. Si je vous donne un chiffre, au 31 août, on est quand même à 19 millions de cartes aujourd'hui, donc 19 millions de clients porteurs de cartes. Il est vrai qu'il faut... Y compris ceux de la Poste? Y compris ceux de la Poste. Il faudrait continuer à doter encore de nouveaux clients de cartes. La disponibilité des cartes est assurée par Algérie Post, qui est le fournisseur aujourd'hui des banques. Mais pas seulement. À côté des cartes, je n'ai pas... à côté des cartes, bien sûr, c'est les autres moyens qui viendront compléter. Je parlais du mobile payment qui viendrait compléter, pas supprimer complètement le paiement par carte. Il faut absolument que l'on dote le maximum de commerçants aussi de TPE, puisque même si on adopte le mobile ou un autre moyen de paiement, les paiements de proximité vont forcément rester, comme on le voit dans tous les pays, auprès des petits commerçants de quartier. Et c'est tout à fait normal que c'est vraiment tous ces autres moyens de paiement qui vont venir se rajouter à ce qui existe, vont compléter ça et combler un peu peut-être le déficit qu'il y a en termes de paiement par carte. Alors, Monsieur Sofiane Mazari, vous êtes chef de division finance islamique et président de la commission finance islamique à la BEF, bien sûr chef de division finance islamique au niveau du CPA. Est-ce que, par rapport à la finance islamique, est-ce qu'on peut considérer que la finance islamique a permis une inclusion financière conséquence depuis sa mise en œuvre aujourd'hui? Est-ce qu'on a des indicateurs? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a aussi des taux qui le permettent de donner suffisamment de visibilité sur les actions qui sont engagées? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Effectivement, donc, depuis, disons, le lancement officiel de la finance islamique en Algérie, donc à partir de 2020, nous avons quand même pu observer qu'il y avait un certain engouement pour ce type de produits bancaires et financiers. Et si l'on prend par exemple les chiffres qui ont été annoncés par Monsieur le ministre des Finances la semaine passée, nous sommes quand même à arriver à collecter 800 milliards, ce qui approche un peu les 800 milliards au mois de juin 2024, 800 milliards de dinars en termes de collecte de ressources et à ce qui approche également les 500 milliards en termes de financement. Ça, si on compare ça avec la masse monétaire, disons, en circulation, du moins au niveau du secteur bancaire et postal, ça constitue à peu près 5% de la masse. Et toutefois, il faut également peut-être insister sur le fait que jusqu'à 2017-2018, la part de la finance islamique ne dépassait pas les 1 à 1,5%.
Donc, la première opération en 2015 avait échoué. Voilà. Et donc, on a quand même pu, en quelques années, en 3 ou 4 années, donc multiplier la part de marché de la finance islamique par 4. C'est une industrie qui est en évolution, elle se développe. D'ailleurs, on a vu également tout récemment que l'avant-projet de loi de finances pour 2025 reprend des dispositions qui vont permettre au Trésor public d'émettre des sukuk souverains, un instrument donc financier qui était très attendu par l'industrie, donc la finance islamique. Mais Quel sera son apport? Quel sera son apport? Alors très bien, donc premier les sukuk souverains, pour que les auditeurs puissent comprendre. En fait, sukuk souverain, pour expliquer un peu les choses, c'est des titres qui vont être émis par l'État et qui vont représenter un droit de propriété sur l'usufruit d'un certain nombre d'actifs qui appartiennent à l'État, domaine privé de l'État. Alors ça peut être des projets, ça peut être carrément de l'immobilier, etc., qui vont être titrisés à travers cet instrument. Alors il va servir tout d'abord du côté du Trésor public de disposer de ressources supplémentaires pour financer ces projets, pour financer le déficit budgétaire éventuellement, des ressources qui sont disponibles sur le marché. J'ai parlé de 800 milliards, 500 milliards, vous allez constater qu'il y a 300 milliards, un gap de 300 milliards. Et puis donc si demain il y a une levée de fonds qui est faite à travers par exemple des sukuk souverains par le Trésor public, on peut très aisément lever 150 à 200 milliards de dinars à travers cet instrument-là immédiatement. Mais est-ce que vous avez des indicateurs sur le volume de la finance qui circule dans le marché informel? On se souvient, il y a quelques années, on l'avait évalué à pratiquement 130 milliards de dollars, puis par la suite, le président 90. a donné d'autres indications, d'autres chiffres, l'équivalent de 90 milliards de dollars. Aujourd'hui, on parle avec les mécanismes mis en place de l'équivalent de 70 milliards de dollars qui circulent hors, c'est-à-dire circuit formel. Mais est-ce que vous avez une idée de la manne financière qui circule sur le marché informel, bien sûr avec les billets de banque nouveaux qui sont toujours émis? Alors tout d'abord, bon, les estimations qui ont été faites, même si on les prend en considération, par exemple, on va prendre les 70 milliards, il faut d'abord chercher à comprendre que pourquoi ces 70 milliards sont en dehors des circuits bancaires. C'est ça, disons, le plus important. Alors, on connaît l'origine, certains disent que c'est l'argent de l'évasion fiscale. Alors, le levier fiscal peut jouer pour beaucoup. Dans cette inclusion financière, à travers une inclusion fiscale un peu plus importante. Et le gouvernement a déjà entrepris un certain nombre de mesures dans ce sens-là, qui mériteraient d'être, renforcées par d'autres mesures, pour encourager un peu les gens à rejoindre la sphère, bancaire et financière. Mais il y a d'autres raisons, effectivement. Donc, il y a le facteur culturel. La demande sur les produits, par exemple islamiques, elle est là, c'est une demande latente qui est très importante, mais il y a également le besoin de diversification des produits et services financiers dans le secteur bancaire lui-même, où on a besoin de diversifier un peu les services financiers qu'on preste pour les gens, parce que la plupart des gens vont, les 25 ou 30 millions de détenteurs de comptes au sein du secteur bancaire, se servent de ces comptes-là principalement pour recevoir des salaires et puis retirer en cash, même à travers un DAB, ils vont retirer du cash pour faire leurs emplettes auprès de commerçants de détail et donc réinjecter une bonne part de cette monnaie fiduciaire dans l'informel. Et donc il faut mettre en place des mécanismes pour retenir un peu tout ce cash-là pour qu'il reste dans le circuit tout en permettant à ces gens de subvenir à leurs besoins. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement au niveau des banques? C'est ce qui est en train d'être fait. D'ailleurs, je souhaiterais revenir sur un point qui est très important, qui a été dit tout à l'heure, c'est le mobile payment. Il y a deux éléments qui sont très importants dans cette démarche. Il y a, premièrement, les solutions de paiement mobile existaient. Il y a certaines banques qui proposaient ça. La nouveauté, c'est que ça va être interopérable. Donc, il va y avoir la possibilité pour quelqu'un qui a un compte dans une banque A de faire des achats auprès d'un commerçant qui est domicilié dans une banque B. Et ça va ouvrir la porte, disons, à des volumes plus importants. Mais il y a surtout l'instantanéité des paiements qui est très très importante, parce qu'en réalité les commerçants de détail particulièrement sont à la recherche disons, ils attendent à ce qu'ils aient l'argent immédiatement.
C'est pour ça qu'ils sont un peu réticents, au-delà des aspects fiscaux, à aller vers des terminaux de paiement où il va recevoir son argent dans les 48 heures, 72 heures. Ils préfèrent voir le cash immédiatement. Et le paiement instantané va encourager également les transferts d'argent qui se font de particulier à particulier à se faire à travers le canal bancaire. Si je veux envoyer de l'argent à mon frère ou à mon enfant, etc., je peux le faire à travers, disons, le paiement mobile. Et ça va, vous allez remarquer que c'est un faisceau de mesures d'ordre fiscal, technologique, islamique, finance islamique, marché financier, etc. Réglementaire, parce qu'il faut revoir les lois aussi. Réglementaire. De la Banque d'Algérie. Réglementaire, mais il y a également une dimension qui est très importante, c'est l'éducation financière. Et à la sensibilisation par rapport à la sécurité dans les transactions, notamment des paiements électroniques, parce qu'il y a des investissements très très importants qui sont faits par les banques. Hein. Et il faudrait quand même sensibiliser un peu les utilisateurs par rapport au bon usage de ces instruments-là. Et surtout l'éducation financière et l'éducation numérique. C'est des choses qui sont très importantes. On y reviendra dans un moment puisqu'on annonce déjà une réactualisation des lois pour la création d'entreprises spécialisées pour les fournisseurs de services de paiement. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, l'État, dans le contexte actuel, a besoin de traçabilité, de visibilité par rapport à toutes ces opérations financières. On a besoin de résorber rapidement cet argent de l'informel qui est immense aujourd'hui, Monsieur Kaoubi. Oui, et certains considèrent même que c'est une question de sécurité nationale. De sécurité nationale et de souveraineté nationale. Donc le poids de l'informel ou ce qui est désigné comme marché parallèle est tellement important dans notre économie qu'il constitue d'une part une manifestation de distorsion entre une sphère publique et une sphère officielle, une sphère informelle. Pour rappeler, dans le rapport de la Banque d'Algérie, c'est 8 000 milliards de dinars qui circulent dans le marché parallèle, en tant que masse. Alors si on se pose la question par rapport à la vitesse de rotation et aux transactions et au chiffre d'affaires qui est réalisé sur cette sphère, il est indéniable que le poids est manifestement très important du marché parallèle. Et il faut des mesures plus incitatives, plus offensives aujourd'hui de la part de l'État pour résorber cet argent de l'informel. On se souvient, en 2011, on voulait instituer le chèque pour toutes les transactions financières. Il y a eu une résistance farouche qui a pratiquement failli déstabiliser le pays. Oui. C'est une véritable menace aujourd'hui. C'est détenteur de ces mannes financières. Qu'est-ce qui est derrière la résistance? C'est-à-dire, au-delà du jugement, de l'aspect moral de la chose, c'est de poser la problématique d'une manière objective et d'essayer de comprendre la logique de fonctionnement du marché parallèle. Quels sont les déterminants, quels sont les facteurs qui sont derrière le maintien, au contraire, de l'expansion du marché parallèle, malgré tout ce qui a été fait depuis plus d'une vingtaine d'années, comme action de la part des pouvoirs publics, que ce soit par la généralisation du chèque, que ce soit pour les opérations de paiement qui sont instantanées via les systèmes de télécompensation, ou encore à travers l'encouragement de la digitalisation des opérations de paiement. Le problème du marché parallèle, ce n'est pas uniquement une question de paiement, alors que le paiement, effectivement, je reconnais que c'est un élément indispensable, mais au-delà donc de la résistance, au-delà de ce qu'on présente comme facteur, il y a une question fondamentale qui relève de la dualité de notre économie nationale, la double parité de la valeur, une dualité des prix qui crée un effet d'éviction et qui fait qu'il y a un système d'ajustement qui se fait par le marché parallèle. La dualité des prix, on va la retrouver dans notre système de taux de change, et on va le retrouver surtout dans les transferts sociaux. Et donc, ce différentiel de prix, il est systématiquement source de recyclage, source d'alimentation. Donc, si on ne peut pas assécher les flux, l'origine des flux qui alimentent le marché parallèle, toutes les actions visant à encourager, à éponger, à réduire du marché parallèle sont là, elles sont à encourager, encore à remercier tout le travail qui est en train d'être fait par les banques et par les établissements financiers. Mais maintenant, il y a d'autres problèmes beaucoup plus fondamentaux qu'il faut régler
afin de donner à cet effort le maximum de chances d'efficacité. Mais justement, par rapport à cette double dualité de la valeur du dinar entre bien sûr le formel et l'informel, c'est-à-dire au niveau auto-bancaire et auto de l'informel, il y a aussi certains aspects qui sont en train d'être mis en place. Je l'ai annoncé au début de cette émission. Il y a eu bien sûr la promulgation du décret pour la mise en place bien sûr des bureaux de change. Le décret a été promulgué la semaine dernière. Il stipule que les bureaux de change seront ouverts dans les grandes villes à travers le territoire national avant leur généralisation. On parle bien sûr d'Alger, Oran, Constantine et Annaba. Bien sûr, on a omis de mettre en place aussi un bureau de change au niveau du sud du pays. C'est la saison touristique et aussi l'augmentation substantielle de l'allocation touristique sur décision du président de la République. Ça va permettre aussi de résorber quelque peu ce marché informel, notamment celui de la devise. Monsieur Mahfoud Kaoubi, au moins, c'est-à-dire les touristes traditionnels passeront par les banques au lieu d'aller vers le square pour Saïd. Non, c'est ce qui est certain, c'est que ça va affecter en termes de demande pour les devises sur le marché parallèle. Ça, c'est indéniable. Mais personne ne pourra dire à quel taux, à quel niveau ce changement, cette révision de l'allocation touristique pourrait être déterminant pour réduire sensiblement du marché parallèle. Le président parle d'un taux substantiel, oui, d'un montant maintenant, substantiel. Substantiel, quel est le montant? Et deuxièmement, quel est l'effet? Il sera défini dans la loi de finances. L'effet, ça sera le marché qui va, et le temps qui va nous permettre de dire à quel point on a pu, pas à travers cette révision, réduire de la demande sur le marché parallèle. Deuxièmement, les bureaux de change. Les bureaux de change, la question ne se pose pas en termes de bureaux sur le plan organique. En termes de taux. À quel taux et à quel prix sera négocié. La rémunération. C'est l'élément déterminant. Donc ce qu'on est en train de poser, ce n'est pas la logique institutionnelle, mais c'est surtout la logique des prix. La distorsion existe par rapport au prix et par rapport au marché réel. Si on n'agit pas sur ces éléments, je dirais que tous les efforts sont là, ils sont les bienvenus, mais à quel point ils vont agir sur l'expansion du marché informel qui est alimenté encore une fois par ce différentiel en matière de prix. C'est toute la question qu'on devra se poser. Est-ce qu'il faudrait un débat ouvert sur cette question? Je poserai cette question à M. Belaïd, le délégué général de la BEF. Est-ce qu'il faut discuter de toutes ces questions avec tous les intervenants pour essayer de trouver des solutions, c'est-à-dire qui permettraient aujourd'hui de résorber ce marché de l'informel, notamment celui de la devise? Peut-être associé, mais dans des réunions formelles pour essayer de discuter à bâton rompu sur quelles seraient les contributions des uns et des autres. Mais je pense que les mesures déjà qui sont annoncées par M. le Président de la République ne concernent pas uniquement l'allocation touristique. Oui, ça on a annoncé plusieurs la bourse des étudiants et je pense que si on associe tout ça, ça augmenterait effectivement de manière substantielle la demande, plutôt les circuits, l'allocation Hajj. Ce qui concerne bien sûr les banques. Pardon? On est dans les aspects qui concernent un peu, bien sûr, les banques et le marché parallèle financier. Par rapport à ça. Oui. Oui. Et donc, les associés, je ne sais pas, dans des groupes peut-être formels, je ne sais pas qui pourrait piloter ça pour essayer de discuter. Avec les opérateurs économiques. Les experts plutôt, voilà, et des opérateurs aussi qui sont... ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est que il est vrai que les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre d'incitations à la fois fiscales, parafiscales, douanières, parce que cette inclusion financière, elle ne viendra pas uniquement à travers le dépôt de l'argent. Hein. Ça peut venir d'un opérateur qui viendrait pour solliciter un crédit et qui ramènerait sa part d'autofinancement, ensuite se fait accompagner par la banque. Donc voilà, c'est par les financements aussi, hein, la mesure qui consiste à élargir les crédits consommation, par exemple pour les particuliers, à toute la partie service, qui consiste à se demander éventuellement un financement pour se faire soigner ou pour payer des études, c'est aussi une façon de ramener les gens vers le marché formel. Hein. C'est des facteurs quand même d'inclusion financière. Il a parlé justement de la diversification des produits bancaires. Il faut encore davantage de diversification aujourd'hui dans le contexte actuel.
Oui, à travers ces crédits à la conso qui vont toucher toute la partie service, on peut construire derrière des plans d'épargne pour dire, voilà, si vous épargnez sur une période, vous allez pouvoir vous faire accompagner pour payer les études de vos enfants, pour vous faire soigner éventuellement en cas de problème de santé. Ça va être proposé prochainement par les banques? C'est dans déjà au moins une ou deux banques pour la partie, y compris un crédit pour les voyages, mais ça va être dans le... Il faut que ça soit un peu dans un cadre légal. Et je pense que le projet de loi de finances en parle pour élargir toute la partie crédit conso à toute la partie service, où il y a aujourd'hui une demande. Il y a des gens qui payent des études pour leurs enfants, se faire financer ou se faire accompagner par une banque. C'est vraiment la mission de la banque. Donc l'ouverture de l'aspect légal sur ce volet est quand même quelque chose de très important. Voilà. Mais après, sur le reste... Et si je reste sur ce qui est en train de se faire en termes de digitalisation, parce que nous considérons qu'il faut absolument, y compris pour la partie finance islamique, donc arriver pour toucher le maximum de citoyens là où ils sont, même dans les petits villages, l'introduction de la technologie, l'association des fintech, les prestataires de services de paiement, où ça ne demande pas en fait un texte de loi, c'est plutôt la loi, elle en a parlé. C'est les textes réglementaires sur lesquels la Banque d'Algérie aujourd'hui travaille. Toute la partie aussi Open Banking ou Open Finance, tout ce qui se fait un peu partout, mais qui est déjà dans la feuille de route, qui a été travaillé avec le Fonds monétaire arabe, en coopération avec le Fonds monétaire arabe et le ministère des Finances. Mais dans les axes de cette feuille de route, c'est d'abord effectivement l'adaptation du cadre réglementaire, mais aussi... toute l'infrastructure de marché, la digitalisation des flux financiers, leur digitalisation, le paiement instantané. Quand je suis commerçant, avec le paiement instantané, je vais être crédité en temps réel. C'est quelque chose qui va m'encourager à y aller parce que j'ai besoin de mon argent pour pouvoir m'approvisionner après. Voilà. Et c'est en vigueur actuellement, ou c'est des dispositions qui vont être bien sûr entreprises à partir de certains nombres de mesures que vous allez prendre au niveau du département de finances par rapport à la modernisation? C'est une feuille de route avec des échéances et... Le président l'avait dit, 2024 sera l'année de la modernisation des banques. Oui, et c'est le cas aujourd'hui. Il y a pas mal de choses, pas mal de chantiers qui ont été ouverts et qui sont sur le point d'aboutir. Je cite Mobile Payment, carte à débit différé. Il y a pas mal d'actions qui sont inscrites dans cette feuille de route et qui est suivie par M. le ministre des Finances et qui vont voir le jour dans les prochains jours. Je me répète, voir le jour dans les prochains jours. Oui, voire d'ici le 31-12 maximum pour certains. J'allais vous dire, est-ce qu'on a une date de ce jour? En tout cas, la feuille de route sur laquelle travaille le Comité national de paiement, elle va jusqu'au 31-12-2024. Donc il y a des actions qui vont aboutir au mois d'octobre, d'autres novembre, d'autres au mois de décembre. Voilà. Alors, je voudrais revenir avec... Ça, c'est les premières mesures pour le développement des paiements numérique ou paiement électronique. Alors, je voudrais revenir avec M. Sofiane Mazari, chef de division finance islamique au niveau, bien sûr, du CPA et président de la commission finance islamique au niveau de la BEF. Vous avez parlé un peu de cette inclusion financière. Vous avez donné des montants et des chiffres qui ont été, bien sûr, adossés à cette opération. Vous avez parlé de 800 milliards de dinars et voire même 500 milliards de dinars, ce qui représente un peu 5% de la masse qui a été résorbée par la finance islamique. Est-ce qu'il faut plus d'incitation aujourd'hui? Certains parle de la nécessité d'aller vers des décisions beaucoup plus courageuses, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, que l'origine de cette manne financière pourrait provenir, entre autres, bien sûr, aujourd'hui, de l'évasion fiscale. Est-ce qu'il faudrait envisager, comme certains pays l'ont fait, l'Italie l'a fait, la Chine l'a fait, la Russie l'a fait, aujourd'hui, une amnistie fiscale? Moi, à mon sens, je pense que la problématique, elle est tellement complexe d'inclusion financière, et puis chaque pays a sa propre, stratégie, mais surtout caractéristiques qui doivent donner lieu à une stratégie. Et pour l'Algérie, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, dont des mesures fiscales, d'ordre fiscal, parce que je rappelle qu'il y a eu par exemple la suppression de la taxe pour la loi de finances 2024, qui est une avancée très très importante, une taxe qui était quasiment remise en cause par la plupart des opérateurs. Mais également, il y a des facilités, il y a
le statut des auto-entrepreneurs, où il y a une taxe, disons, libératoire de 0,5% sur chiffre d'affaires annuellement qui peut contribuer à ça. Mais c'est pour dire que c'est ce faisceau de mesures, il n'y a pas, disons, un levier unique sur lequel qu'il faut actionner pour trouver une solution à cette problématique d'inclusion financière. Mais Pareil, d'augmenter de 5 à 10, voire 30, voire 40, même 50%. tout à fait. Est-ce que cela pourrait être possible d'ici le 31-12, par exemple, Alors, par rapport à... sans mesure incitative? Alors, par rapport à ces aspects-là, moi, avant de venir, j'ai parcouru un peu les dispositions qui sont reprises dans le projet de loi de finances 2025. Et à mon sens, il y a certaines mesures qui sont très, très intéressantes. Notamment l'histoire des sukuk, je souhaiterais revenir dessus. Parce que Les sukuk souverains, les sukuk qui sont souverains, émis par le Trésor. qui sont émis par le Trésor public pour financer éventuellement des projets ou alors pour refinancer des projets existants. Ça va permettre aux banques, et notamment aux banques principalement, mais également aux compagnies d'assurance islamique, des compagnies Takaful, de réutiliser, disons, les ressources qui ont été collectées pour les faire fructifier. Et le secret de réussite de la finance islamique, comme c'est le cas également pour la finance classique, c'est l'investissement et c'est le partage des profits ou alors c'est la rémunération de l'épargne. Et nous avons, peut-être dans toutes ces mesures-là, nous n'avons pas parlé de quelque chose qui est très important et qui est quasi absent du marché algérien, c'est l'encouragement de l'épargne. On n'encourage plus les gens à épargner. M. Bled a très bien fait de parler des plans d'épargne. Par exemple, ça fait très longtemps que l'Algérien n'épargne pas dans le secteur formel, dans les banques, pour pouvoir accéder à un logement. Il faudrait encourager justement les institutions financières à mettre en place des plans d'épargne, un plan d'épargne pour financement des études, un plan d'épargne pour les enfants, pour le financement même de la consommation, par exemple acheter un véhicule, aller faire le Hajj ou l'Amra, c'est tout à fait possible. Et donc c'est cet élément-là sur lequel, à mon sens, il faudrait peut-être travailler dans un avenir très très proche pour encourager l'épargne. Mais justement, pour encourager cette épargne, il faut aussi avoir des espaces de dépôt à proximité. Le niveau de bancarisation, faut-il impérativement l'augmenter aujourd'hui? Certains disent que le ratio au niveau de l'Algérie est loin de la norme. Alors en Algérie, nous avons un taux de bancarisation qui est quand même respectable. Il est autour de 44 à 45%. Et il est même plus élevé que certains pays de la région. Si on intègre bien sûr la Poste. La Poste, bien évidemment. Voilà. Voilà. Par contre, là où il y a peut-être matière à, disons, à travailler un peu plus, c'est la diversification des produits. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un compte. Hein. Un compte, c'est bon, on va recevoir un salaire, le lendemain on le retire et puis c'est tout. C'est de travailler avec la clientèle pour analyser les besoins de cette clientèle-là pour qu'elle puisse garder cet argent dans le compte, notamment la partie qu'elle va épargner, mais également pour la consommation. Et puis il y a un autre élément qui est très important, c'est ce canal de distribution digitale pour les produits bancaires et financiers. Ouais. Moi j'aimerais bien voir en Algérie des banques digitales. Actuellement, il a annoncé. Monsieur Blay. Voilà. C'est dans la loi monétaire. C'est prévu dans la loi monétaire et bancaire. Il a annoncé. Et donc, il faudrait quand même aller vers ça et puis libérer également les initiatives en termes de prestataires de services de paiement. Ils vont avoir un rôle très très important dans la propagation du paiement électronique. Mais quand vous dites, je souhaiterais voir dans notre pays, par exemple, une banque digitale, et cela existe bien sûr dans la loi en vigueur actuellement, la loi monétaire, est-ce que on peut considérer que nous avons toutes les dispositions légales, mais nous n'avons pas su les exploiter comme on aurait dû le faire pour avoir aujourd'hui des banques modernes et efficaces? Alors, sur le plan légal, nous avons des dispositions prévues dans la loi bancaire et monétaire. L'ancrage juridique existe. Donc, il y a le statut. Plusieurs dispositions existent, mais qui ne sont pas en vigueur. Qui ne sont pas en vigueur. Par contre, j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir, avant la fin de l'année, la promulgation d'un règlement de la Banque d'Algérie qui va un peu recadrer tous ces aspects-là. De ces aspects, notamment par rapport à la création de banques digitales. Et quand j'ai dit j'aimerais bien avoir une banque digitale, c'est un appel à investissement. Donc, pourquoi est-ce que ça serait forcément les banques publiques qui devraient faire ça? Pourquoi il n'y aurait pas des investissements privés sur cet aspect-là?
Et des investissements aussi venant des banques étrangères qui sont aussi Pourquoi installées en Algérie, qui pourraient aussi mettre en place ces dispositions. Monsieur Mahfoud Kaoubi, bien sûr, vous êtes l'économiste de l'émission aujourd'hui et le financier, l'expert financier. Est-ce qu'il faudrait accélérer toutes ces cadences aujourd'hui pour mettre en place, c'est-à-dire des banques efficaces et efficientes? Oui, la question. Ça fait des années qu'on nous reproche d'avoir la question du rythme système est au centre du processus, oui, en tous les cas. des Synchronisation banques et rythme. Deux facteurs qui sont indispensables pour assurer cette mutation. D'ailleurs, ce qu'on reproche le plus, c'est justement ce rythme à parcours. Donc, depuis l'adoption de la loi monétaire et bancaire, beaucoup de temps est passé par rapport à la mise en œuvre, l'adoption déjà des règlements. Donc, est-ce qu'on peut... Le rôle des PSP est tellement important sur le plan opérationnel, justement, dans la mise en œuvre de la digitalisation, qu'on ne peut pas imaginer l'essor qu'on voudrait donner sans qu'il y ait les PSP. Déjà, le règlement sur le capital minimal a fait réagir beaucoup de potentiels investisseurs dans le domaine, du moment où le capital a été, selon une bonne partie de ces investisseurs, jugé élevé. Et donc, et puis il y a les éléments relatifs au fonctionnement, à l'organisation de ces entreprises qui n'est pas encore, qui n'a pas été encore promulguée. Et j'aimerais revenir à quelque chose de très important que M. Mozali vient de citer ou d'en parler, c'est celle de l'épargne, parce que c'est très important. On a un jugement moral sur la masse monétaire qui circule sur le marché informel, pour revenir aussi à cette question d'amnistie fiscale. Donc l'approche, comment on veut aborder et qu'est-ce qu'on veut privilégier. Donc est-ce que une bonne partie sur ces 8 000 milliards qui circulent sur le marché parallèle, c'est une épargne. Et c'est un capital, ce n'est pas une thésaurisation uniquement, qui est investie et qui devrait servir à être injecté dans la sphère économique du moment où on veut booster l'investissement, capter, quelle est la finalité, pourquoi on veut capter l'argent qui circule dans l'informel, si ce n'est pour le réinjecter comme investissement. Dans l'économie. Et puis la deuxième question de l'épargne pose la question de la rémunération aussi. Donc le taux d'intérêt créditaire aujourd'hui, qui en moyenne est à 2%, n'est loin déjà du taux d'inflation moyen, donc on est à 7% de taux d'inflation, alors que le capital, que l'épargne est rémunérée à 2%, on est pratiquement à un différentiel de 300%, c'est quelque chose qui n'est pas admis dans une logique de marché. Et c'est les distorsions, justement, donc cet instrument de politique monétaire, certes on veut privilégier l'investissement par une politique de prix du taux débiteur, mais en amont, il y a cette question de rémunération qui est à la base de la mobilisation et de la monnaie qui circule dans le marché informel. Parce que les banques, elles ont beau de développer des campagnes de communication, d'acquérir de l'infrastructure ou des procédures en matière de digitalisation. Mais en fin du compte, le comportement des personnes comme des entreprises est un comportement rationnel basé sur la rémunération. Et le différentiel est là. Et ce qu'on a vécu ces derniers mois par rapport au rush sur la demande pour les monnaies, la devise et l'or aussi. Donc, et c'est un phénomène qui n'est pas propre à l'Algérie. Pour l'or, et qui est à l'origine de la fluctuation depuis... C'est les monnaies sans refuge. Tout à fait. Donc, c'est en termes... Je reviens à cette question, cette remarque faite par Mazari. La question est plurifactorielle. Et ce n'est qu'en agissant. Premièrement, il faut faire un point, diagnostiquer les choses sérieusement et essayer de voir quels sont les déterminants pour agir de manière rythmée. M. Blaïd parlait du processus de mise en œuvre des dispositions de la loi monétaire et bancaire. Et deuxièmement, la synergie, parce qu'en agissant sur un ou deux leviers, on n'a pas tout le résultat souhaité du moment que les autres leviers sont... Tout à fait. Vous pouvez intervenir en même temps, hein, Monsieur Blaïd, si vous voulez bien sûr réagir aux déclarations de Monsieur Mahfoud Kaoubi rapidement. Pour que... Alors sur la partie épargne, j'avais parlé des plans d'épargne à mettre en place, mais en même temps... Le volume de l'épargne actuelle, il est de combien? Nous sommes allés, je n'ai pas le chiffre, mais je sais que nous sommes allés pour les particuliers à plus de 12 millions d'épargnants. Donc pour les particuliers, 12 millions de livrets d'épargne ouverts au profit des plus de 12 millions.
Ces plans d'épargne vont effectivement inciter les gens à venir épargner au niveau des banques, mais pas seulement. C'est qu'aujourd'hui, avec l'entrée en bourse d'un certain nombre d'acteurs, ça permettra, puisque les banques sont IOB, et ça permettra au banquier d'aller conseiller à son client à comment investir aussi. Hein. Donc, c'est pas uniquement la rémunération, peut-être qu'il faudrait regarder la rémunération, mais à côté, à diversifier ce portefeuille d'un même client pour lui dire: vous avez la possibilité d'acheter telle action avec l'épargne que vous avez, ça va vous rapporter tant. Vous avez possibilité, si on venait à lancer, d'emprunt obligataire aussi, hein, à côté de l'ouverture de capital ou les actions, développer tout ce qui est obligation. Ça inciterait aussi la même personne ou le même particulier à aller acheter des obligations qui peuvent. Et donc tout ça va permettre toute cette dynamique de marché aussi, du marché financier, va permettre aussi aux particuliers de pouvoir investir. Ouvrir le capital aussi des entreprises. Et donc fructifier leur argent comme il se doit, et avec le conseil bien sûr Pour la partie inclusion financière, vous avez parlé en incluant la poste, c'est universel. Hein. Quand on parle d'inclusion financière, on inclut les services financiers postaux. Donc c'est vraiment, nous considérons que la poste aujourd'hui vient compléter un peu ce qui existe, le paysage bancaire. Bien sûr, en attendant qu'il y ait la Poste comme banque postale qui va être acteur aussi sur le marché. Et bien sûr, j'allais poser cette question et vous m'avez vu la mentionner, monsieur. La banque postale, elle est impérative aujourd'hui également. Monsieur Kaoubi, rapidement sur la question pour qu'on puisse aborder d'autres thèmes. Impératif. Donc, on en parle depuis en parlait déjà en 2015. Voilà, oui, maintenant il faut. Non, un peu avant. En 2012, on parlait de la banque postale. Et c'est ce qui pose la question du rythme et de la synergie, encore une fois. Donc, libérons le potentiel. D'ailleurs, en parlant de poste, sur les 19 millions de cartes bancaires, 14 millions sont des cartes d'Algérie Post. Donc, oui, pour vous dire le poids et l'importance du... La Poste a bien été le front office de la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance. Quand la CNEP a commencé à mais parce que la CNEP n'avait pas un niveau de bancarisation mais cette coopération, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Et puis la Poste... peut être le front office des banques. Hein. Ça peut être carrément le premier contact parce qu'on n'est pas présent partout. Et pour un certain nombre d'opérations bancaires, elle peut être le front office moyennant une rémunération. Mais peut-être il faudrait être présent aussi partout à travers le territoire national pour résorber cet argent de l'informel. Il faut être présent. Parce qu'on est beaucoup plus présent dans les grandes villes et très peu dans les autres wilayas du pays, alors que l'argent est plutôt dans ces wilayas, précisément. L'argent de la contrebande, l'argent aussi, vous l'avez cité tout à l'heure, de l'évasion fiscale, les opérations qui se font aussi, l'agriculture également. C'est pour ça que également, il faudrait aller, l'élevage. C'est pour ça que la banque digitale est très intéressante. C'est pour ça que la banque digitale, une présence oui, mais la banque physique, digitale pour ces personnes-là est-elle aussi évidente? Parce que la banque digitale, c'est plutôt pour les jeunes générations qui arrivent aussi. Pas que. Alors, si vous permettez... ou la digitalisation des services financiers. Hein, c'est être présent, on est présent, les banques publiques sont présentes dans le sud, les hauts plateaux. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Le développement réseau, je pense, le développement réseau, plus tard, il peut se faire aussi à travers éventuellement ce qu'on appelle des agences de proximité. Nous l'avons vu dans des pays voisins, une présence avec quelques personnes et un automate en location. Et s'il n'y a pas un volume d'affaires, c'est très facile de se déplacer, d'aller ailleurs, hein, aller capter ce qui existe ailleurs. C'est une piste. Hein. La deuxième, c'est être présent autrement que par la présence physique. C'est tout ça qui viendrait compléter un peu le paysage actuel. Et la digitalisation permettra aussi cette interconnexion bancaire qui n'existe pas encore, monsieur dans quel sens? C'est-à-dire, si je suis domicilié à Alger, je ne peux pas retirer avec mon chèque à partir de Tizi Ouzou. Voilà. Il faudrait eh bien, écoutez, c'est une réalité. Ça existe dans pas mal de banques. D'autres non, la Poste existe. Elle a réussi en interconnexion, mais pas les banques. Pas toutes les banques. Hein. Il est possible celles disposant d'un système d'information centralisé le font. D'autres sont en voie d'implémentation de nouveaux systèmes d'information. Rappelez-vous, tout au début de mon intervention, en parlant de digitalisation, j'avais planté le décor pour dire que c'est le socle, le système d'information. C'est important d'avoir un système d'information orienté client pour pouvoir justement implémenter toutes ces solutions
Aujourd'hui, il y a un effort qui est fait et puis il y a des banques qui de plus en plus travaillent sur comment mettre en place des systèmes d'information ou monter en version pour être sur des systèmes centralisés. Voilà. Et c'est une lourde responsabilité que vous avez au niveau de votre département ministériel, car tous ceux qui sont aujourd'hui experts disent que cette digitalisation ne réussira que lorsqu'on aura digitalisé entièrement les douanes, qui ne relèvent pas de vos prérogatives, certes, et bien sûr les domaines. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect bien précis. Monsieur Mahfoud Kaoubi, bien sûr, on a parlé des 800 milliards de dinars qui ont été 800 000 milliards de dinars de l'argent de l'informel. Il faut l'identifier, cet argent de l'informel, parce qu'on a parlé un peu de l'éventualité d'aller vers une amnistie fiscale. On est sceptique. Aujourd'hui, on met en place des mécanismes d'incitation pour pousser les gens à placer leur argent au niveau des banques et éradiquer, bien sûr, cet marché informel qui est en train de menacer carrément le marché parallèle. On a parlé, cette origine, c'est l'évasion fiscale. On a parlé, bien sûr, de l'argent aussi de certains secteurs qui ne sont pas bancarisés. Est-ce que ça pourrait être aussi, quand on parle de sécurité nationale, l'argent de blanchiment? Bon, c'est un autre segment et une autre partie de ce qu'on est en train de débattre. Il y a un volet sécurité, donc indéniable, mais qui doit être traité à part, dans le silence, je dirais, et de manière avec les outils dont les institutions chargées de la sécurité situation extrême, changer la monnaie. Disposent. Mais là, il y a d'autres distorsions qui sont du relais de l'économie qu'il faut régler. Parce que le problème n'est pas uniquement sécuritaire. Il y a 8 000 milliards, quand même, c'est une masse importante. C'est le tiers de la masse monétaire. C'est 34% de la masse monétaire, c'est quand même important. Ce n'est pas marginal, comme ça existe partout au monde. Il y a de l'informel qui est marginal. Mais là, la problématique est beaucoup plus importante. Maintenant, identifier, surtout créer des effets d'éviction pour que cette masse soit utile pour l'économie nationale, soit passe par le système bancaire et puisse être recyclé dans les sphères de l'investissement. C'est ça la chose la plus importante. Mais maintenant, il y a un volet politique qui se pose. Amnistie ou pas, vous avez posé la question, parce qu'il y a des éléments. L'amnistie est un élément qui pourrait fiscale, accélérer le processus, mais à condition de régler en amont la question organisationnelle qui ne permettra plus à ces situations de renaître de nouveau. Réalimenter le marché. Tout à fait. Donc la question est complexe. On peut la solutionner. On pourrait aller aussi vers une solution extrême dans le cas où ces mesures incitatives ne fonctionneraient pas, c'est le changement de la monnaie. Moi, je ne suis pas partisan de cette solution parce qu'elle n'est pas en fin du compte et ça risque d'accroître encore l'instabilité et ça ne règle aucun problème. Si la solution était celle-là, tous les pays qui ont des problèmes de distorsion entre la sphère réelle et informelle changeraient de monnaie et là les solutions non, pas du tout. Mais on a vu aussi les gambistes qui dictent la loi du marché aujourd'hui. Ça c'est aussi une autre menace. Monsieur Mahfoud Kaoubi, on a vu il y a quelques semaines de l'agitation sur le marché parallèle où on parlait de la disparition de la monnaie étrangère. Sur le marché parallèle. Sur le marché parallèle, oui. D'accord. Maintenant c'est à la sphère réelle aussi de faire les ajustements nécessaires par le prix pour qu'il puisse y avoir un rééquilibrage entre l'offre et la demande. Alors, monsieur Sofiane Mazari, par exemple, la location touristique, avec bien sûr l'ouverture des bureaux de change, le décret vient d'être promulgué, je l'ai annoncé la semaine dernière. Il va concerner pour les bureaux de change dans un premier temps les grandes villes du pays, les grandes wilayas, Alger, Oran, Constantine, Annaba. Bien sûr, dans le décret, on a omis le sud du pays. On aurait pu ouvrir aussi un bureau de change au niveau de la wilaya de Janet ou de Timimoun, où il y a beaucoup de touristes qui visitent notre pays, notamment en cette période hivernale. C'est le tourisme saharien. Est-ce que, avec bien sûr la location touristique qui est annoncée par le président de la République et qui sera bien sûr inscrite dans la prochaine loi de finances 2025, est-ce que déjà ça va rétrécir un peu le marché de l'informel, de la devise? Alors effectivement, les mesures qui on a 3 millions d'Algériens qui voyagent annuellement. Tout à fait. On va les sortir du marché informel. Il y a une bonne partie de la demande, de la pression sur le marché des devises qui va être absorbée. Et donc, notamment, on attend de voir un peu le montant de cette allocation touristique, parce qu'on a parlé de... Le président a dit conséquente.
substantielle. Substantielle, excusez-moi. Substantielle. Substantielle, c'est conséquent. Voilà. C'est-à-dire, elle pourrait être, on parle de 700 euros, 1000 euros. Voilà. Et si on part sur ce schéma-là, ça va être quand même des montants qui sont assez importants. Et donc, ça va résorber une bonne partie de la demande sur le marché. Toutefois... sur le marché parallèle. Sur le marché parallèle. Oui. Je parle sur le Oui, marché oui, parallèle, bien évidemment. Ouais. Donc, on va attirer tout ce beau monde dans le marché formel. Et il ne faut pas oublier également que même les autres mesures, hein, donc relatives à Al-Hajj, relatives aux étudiants, aux bourses à l'étranger, etc. Donc, c'est quand même... toutefois, bon, même deuxième point... Pour les soins à l'étranger aussi. Pour les soins à l'étranger, pour les études. L'ouverture des bureaux de change, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. C'est une nécessité qui a été demandée depuis très longtemps. Mais je rappelle quand même que le statut des bureaux de change existe depuis la fin des années 90. Il n'y a eu jamais d'investissement dans ce... Il y a eu un problème de rémunération. Alors, rémunération, mais il y a un deuxième problème qui est plus important. Le deuxième problème, c'est que ces bureaux de change, ils vont s'alimenter auprès de qui ? Parce qu'ils vont devoir recourir à la Banque d'Algérie pour acheter des devises et on va un peu, disons, déléguer une partie de ce qui se fait au niveau des banques qui va être fait parce que les opérations de change sont régies en Algérie et donc ça va être les allocations touristiques, les allocations pour études à l'étranger, pour soins à l'étranger, etc. Par contre, la solution la plus importante, le levier le plus important qu'il faut vraiment accélérer, même s'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises dans ce sens-là, mais il faut vraiment accélérer, c'est la diversification de l'économie, c'est la diversification des rentrées en devises. Parce que si j'avais envisager graduellement et petit à petit une convertibilité du dinar ? C'est ce qui va nous permettre d'arriver à cette convertibilité. Parce que si j'avais autant de devises qui rentraient à travers des touristes, etc., qu'il en sortait, le problème ne se poserait pas. Mais étant donné la structure de l'économie actuelle, c'est qu'on va, pour aller voyager, on va épuiser des devises qui ont été ramenées à travers la vente, la commercialisation des hydrocarbures principalement. Et donc c'est cette structure donc, de l'économie et des revenus en devises qu'il faut vraiment revoir. Mais est-ce que ce ne sont pas ces craintes qui sont exprimées par vous aujourd'hui qui ont bloqué justement l'émergence de ce marché financier ? Mais tout à fait, c'est le cas. Parce que vous posez toujours cette crainte, on va un peu puiser ou nos devises, on va saigner carrément nos devises. Moi j'ai entendu des banquiers dire on va saigner notre manne financière. Parce que c'est une mais ça question va de choix perturber, disons, les grands équilibres, etc. Puis en économie, c'est comme ça. Mais c'est aussi, ça remet en cause la valeur du dinar. Ça nous ramène en amont. Alors, si on diversifie notre économie, nos ressources en devises, nos exportations, ça va renforcer justement la valeur du dinar. Et c'est là qu'il faut, sur cet aspect-là qu'il faut travailler. Mais combien il faudrait avoir, par exemple, de devises pour pouvoir assurer cette convertibilité graduelle ? Hormis, bien sûr, les recettes en devises de Sonatrach, qui sont l'équivalent de 35 milliards de dollars, voire 40 milliards de dollars. Alors, ils sont en hausse par rapport au prix du gaz et du pétrole. Je vais peut-être citer une citation populaire. Alors, si les opérations commerciales d'importation de biens, par exemple à la consommation, vont consommer $1 milliard par an, il faudrait qu'on exporte au moins $1 milliard par an vers d'autres pays. Si les allocations touristiques, par exemple, vont consommer $500 millions par an, il faudrait qu'on ait au moins une recette de $500 millions par an qui viendrait de chez les touristes qui viendraient ici en Algérie. Ça veut dire maintenant le secteur du tourisme devra se déployer davantage pour amener des touristes. C'est indispensable. C'est une question de compétitivité des secteurs. Tout à fait. La monnaie, ce n'est que la partie, c'est la contrepartie. La partie réelle, c'est la compétitivité. Donc, il faut un secteur économique dynamique. Alors, monsieur Belaïd, vous êtes silencieux depuis tout à l'heure. Moi, je voudrais vous poser cette question. On ne peut pas parler tous en même temps. Oui, mais c'est bien, c'est le débat. C'est ça le principe. Alors, assurer aujourd'hui cette convertibilité, cette vision. C'est-à-dire, vous faites ce que vous pouvez. Maintenant, c'est à l'économie de vous donner la monnaie d'échange. C'est-à-dire que l'économie doit être beaucoup plus attractive puisque nous vous financez aussi une grosse partie de cette économie. Nous finançons une grosse partie de cette économie, le financement bancaire. J'allais dire... vous attendez la contrepartie. À côté des financements, j'allais dire, sur le budget de l'État, la deuxième source de financement de l'économie, c'est le financement bancaire. Et c'est une réalité. Nous finançons donc des projets
d'investissements qui sont en amont, j'allais dire, encouragés par les pouvoirs publics, hein, en termes de bonification de taux d'intérêt, c'est ce qu'on appelle les investissements productifs. En termes d'avantages fiscaux et parafiscaux, la nouvelle loi sur l'investissement a apporté quand même un tas d'avantages qui permettent aux banquiers de prendre plus de risques, puisque ça rend plus rentable ces projets à la fois du point de vue de l'investisseur et du banquier. Il y a la contrepartie. On voit les résultats aujourd'hui. Ils sont positifs. Les résultats... Par rapport à ce que vous financez et par rapport à ce qu'on obtient comme résultat, est-ce que c'est substantiel? Les résultats, vous savez, quand vous financez un projet aujourd'hui, vous avez une période de réalisation, vous avez l'entrée en production. Donc on va attendre 2030 pour nous donner le chiffre. On ne va pas attendre 2030, mais je ne m'attendais pas à cette question. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Alors, je voudrais poser la question à M. Sofiane Mazari. C'était une question de l'auditeur. Vous avez parlé bien sûr de l'émergence aujourd'hui, au même titre que M. Belaïd, Rachid Belaïd, sur bien sûr la banque digitale. Le dinar numérique, ça va venir également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dinar numérique est prévu... le système SWIFT. Bon, le système SWIFT, c'est un système de transfert qui existe, hein, qui est usité par les banques. C'est la question de l'auditeur. Très bien. Par contre, par rapport au dinar numérique, il faut peut-être préciser quelque chose qui est très important. Le dinar numérique, c'est une monnaie qui va être émise par la Banque centrale. Ça a été consacré par la loi monétaire. Et c'est la grande tendance internationale. L'ensemble des banques centrales, notamment des pays développés, sont en train d'émettre des monnaies digitales. Et c'est justement pour contrecarrer les autres monnaies qui sont émises ici et là. Notamment, je parle des crypto-monnaies que je rappelle qui sont interdites, formellement interdites en Algérie. Même dans certains pays développés. Comme la France, dans par exemple. Beaucoup de pays. Parce la que France l'interdit totalement. Il n'y a pas de visibilité. Il n'y a pas de visibilité et puis c'est quelque chose qui peut faciliter certains actes malveillants. Et donc, on peut acheter des armes. Et c'est une monnaie qui va très certainement servir d'échange interbancaire ou de relation entre la Banque centrale et les banques et les institutions financières. Alors plus tard, peut-être, ça va aboutir dans les porte-monnaies des Algériens. Alors, Monsieur Belaïd, par rapport à cette généralisation, bien sûr, du paiement par carte dans les prochains jours, bien sûr, vous allez un délai jusqu'au 31/12. J'espère que ça va venir un peu plus tôt. Est-ce qu'il faudrait aussi des incitations pour les commerces? Parce que c'est les commerces qui sont réticents par rapport à ces opérations financières aujourd'hui, Monsieur Belaïd, par rapport à la traçabilité, par rapport à la visibilité et par rapport, il faut le dire, aux impôts, pour payer moins d'impôts. Les incitations, c'est déjà le cas. Hein. Pour la partie consommateur, la carte est offerte gratuitement. Quand il fait une opération de paiement, c'est gratuit. Côté commerçant, il y a une réflexion qui consiste à dire ne pas faire payer le commerçant et donc c'est quelque chose qui va... Même le consommateur aussi. Le consommateur aussi. Il n'y a pas de rémunération. À côté, aujourd'hui, les TPE, pour information, sont offerts gratuitement aux commerçants. Donc c'est quand même pas négligeable comme effort qui est fait par les banques. Il est vrai que c'est nos clients et sur les opérations de monétique, j'allais dire, on n'est pas à la recherche vraiment de la rentabilité ou du gain. On est plutôt dans une logique d'inclusion financière. C'est important d'avoir un client chez soi et charge après au banquier d'aller l'équiper avec d'autres produits pour gagner de l'argent avec lui. Mais il est nécessaire aussi d'avoir des fournisseurs de services de paiement. Oui, c'est impératif. Pour la sécurisation aussi de toutes les opérations et transactions, il y a de la visibilité. Vous connaissez vos fournisseurs. Dans le cas où il y a un problème. Je précise... Parce qu'on a vu à travers le monde, il y a eu des situations de bugs. Oui. Je précise que la sécurisation des transactions ou des transactions digitalisées est assurée avec ou sans les PSP. Ça viendrait rajouter une dose supplémentaire parce que c'est fondamental de la sécurité. Quand je parlais du switch mobile, j'ai parlé c'est une opération qui se déroule sur le web et que ça nécessite un audit de sécurité pour s'assurer, etc., etc., etc. Bon, alors, malheureusement pas le temps de répondre à votre question, mais j'aurais voulu dire 2-3 mots sur les PSP et les préalables, parce qu'à côté, la Banque centrale qui travaille sur le texte réglementaire, il y a d'autres mesures qui sont prises à la fois
par les pouvoirs publics sur la protection des données personnelles, sur la protection des consommateurs de services financiers numériques. Donc tout ça, c'est pour sécuriser les consommateurs et les commerçants. Voilà. Alors en 10 secondes, M. Mahfoud Kaoubi, la dernière question. Le prochain gouvernement a une lourde tâche, une lourde responsabilité pour mettre en œuvre tous ces aspects-là de modernisation de notre système financier. Rapidement. Le rythme secondes. et la synergie, deux choses sur lesquelles il est attendu. Et il n'a pas plus de temps qu'avant. Plus on avance, plus le temps rétrécit. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis, de nous avoir prêté attention. Je rappelle aux auditeurs que nous avions sur le plateau M. Rachid Belaïd, délégué général de la BEF, M. Sofiane Mazari, chef de la division finance islamique, président de la commission finance islamique à la BEF, et Mahfoud Kaoubi, expert des questions géoéconomiques et financières. Madame, Monsieur, au revoir, à la semaine prochaine.